Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. Je veux bien que pour commencer, vous nous confirmiez que vous nous voyez bien, Guillemette et moi, et pour l'instant, vous m'entendez bien. Désolée pour ces petites minutes de retard, j'ai eu un petit souci technique. Mais pour les personnes qui sont déjà familières et familiers de ce Lion Lunch, on va passer du coup 1 heure ensemble pour décrypter un nouveau sujet. Enfin, en tout cas, peut-être que vous connaissez déjà ce métier. Mais en tout cas, on va passer 1 heure à essayer de comprendre ce qu'on met derrière ce métier de grosse ingénieure. Et justement, pour ce décryptage, on est avec Guillemette. Guillemette qui est grosse ingénieure chez Encore Store. On va avoir tout le temps pendant cette heure d'en savoir plus sur Encore Store, sur toi, tes réalités, ta vision. Mais déjà, merci beaucoup d'être avec nous, Guillemette. Merci à toi. Salut tout le monde. Je vois que vous utilisez déjà très très bien le chat, mais pour celles et ceux pour qui ce serait la première fois sur Livestorm, vous pouvez pas vous allumer votre caméra. Par contre, vous avez effectivement ce petit onglet tout en bas à votre droite qui s'appelle chat et qui vous permet vous de poser absolument toutes les questions que vous voulez. Et justement, avec Guillemette, on vous encourage à fond pour justement que vous utilisiez ça, en sachant que vous allez le voir, mais on a pensé ce format sous la forme d'une interview que je vais mener. Donc, je serai votre journaliste avec des questions qu'on a imaginées pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur le Gross Engineer. Mais évidemment, sentez-vous hyper libre de soit demander des précisions à Guillemette, d'aller sur d'autres questions auxquelles peut-être nous, on n'aurait pas pensé. En tout cas, voilà, vraiment, c'est ce temps-là d'1 heure est pensé pour vous, pour que vous ressortiez à 13 heures avec plus de connaissances pratico-pratiques de ce métier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite série de présentations pour celles et ceux qui viennent souvent pour ces rendez-vous hebdomadaires de Line Lunch. Vous allez commencer à être très, très familier, mais je vais revenir du coup d'abord sur moi. Moi, c'est Annabelle et je travaille chez Lyon, donc l'école qui justement organise ce webinaire. Et qu'est-ce que je fais chez Lyon? Je suis programme manager. Ce que ça veut dire en français, c'est que je m'occupe des formations métiers qu'on a et je serai pendant cette heure d'interview votre espèce de journaliste et aussi je lirai toutes les questions que vous pouvez avoir à Guillemette, comme ça on est sûr qu'on répond à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que c'est que Lyon? Je veux bien que les personnes qui nous écoutent, vous nous disiez si vous connaissez déjà cette école, mais je vais quand même vous la raconter. Donc Lyon, vous le savez, c'est une école qui, à travers des événements comme celui-ci, ou aussi en présentiel, mais en ligne comme là, et des formations décryptent un petit peu les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de communiquer, les nouveaux outils, les nouvelles idées sur le marché et qui vous les transmettent à vous, qui vous posez des questions, qui êtes dans le monde professionnel, peut-être déjà en poste ou qui voulez monter en compétence et découvrir un sujet très précis ou un nouvel univers. Comment est-ce qu'on fait ça? On a une pédagogie qui est assez particulière et en tout cas très tournée vers l'action. Comment? Par le fait qu'en fait vous êtes vous impliqué, c'est surtout vrai pour nos formations, mais impliqué en vous faisant mettre les mains dans le cambouis pendant nos formations, mais aussi par le fait que les personnes qui vous transmettent leurs connaissances, ce sont des experts et des expertes terrain qui vous partagent un peu sans concession, je dirais, la réalité de leur façon de faire, la réalité de leur métier et qui vous donnent finalement accès à tous les coulisses de ce qu'ils peuvent mettre en place, tenter, les potentiels échecs, les réussites. Comme ça, vous avez cette espèce de connaissances très ancrées, en tout cas très incarnées par le réel. Je vois qu'il y avait d'ailleurs, il y a des alumni qui sont présents à cette webinaire, donc évidemment, vous connaissez déjà Lyon. À date, on a 7 formations et je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais comme ça, vous voyez que vous avez à l'écran ces univers qui sont assez différents et c'est évidemment dans le cadre du premier, donc de notre programme en growth qui se décline sous 2 formats. D'abord, celui du présentiel sur 6 semaines et aussi sur le format d'e-learning qu'on organise du coup ce webinaire.
Dernière personne que je voulais vous présenter, avant-dernière, avant évidemment Guillemette, mais vous voyez déjà qu'il y a Céline qui est sur le chat, qui travaille également chez Lyon et qui est là pour soit répondre à vos questions très pratico-pratiques, vous rediriger vers des ressources, mettre en perspective ce que Guillemette peut vous dire, rappeler un petit peu les mots-clés, définir si besoin. En tout cas, voilà, elle est présente sur le côté écrit. Et Mélodie, qui, elle, n'est pas là à ce chat, mais dans ce webinar, qui travaille également chez Lyon et qui peut être en tout cas votre interlocutrice de référence si c'est quelque chose qui vous fait poser des questions, finalement, cette montée en compétence dans le growth, ou de façon plus générale sur une carrière dans les différents métiers de la tech. Avec Guillemette, on se dit que ce serait chouette de commencer par en savoir un petit peu plus sur vous, ce qui vous a fait vous inscrire, ce qui vous a fait venir passer ce midi avec nous. Est-ce que vous êtes déjà en poste de growth? Est-ce que vous êtes déjà growth engineer ou juste curieuse de monter en compétence sur ce domaine-là, ou vous vous posez des questions pour justement devenir growth engineer? Est-ce que vous êtes plutôt côté marketing, en reconversion? Dites-nous tout en utilisant le chat. Alors, je vois que vous êtes en train de taper. Et évidemment, c'était une liste non exhaustive. Peut-être que vous êtes étudiante, en freelance, entrepreneur. Mais dites-nous ce qui vous a fait peut-être justement vous inscrire et venir à ce webinaire. Peut-être tout simplement juste curiosité. Alors, Estelle qui nous dit, donc, Product Owner, curieuse de découvrir le métier de Growth Engineer. Ok, donc plutôt curiosité côté Estelle. Alors, je vois que Rémi est en train de taper. Je vous laisse les autres peut-être continuer de nous dire. Je vais avancer peut-être avec la première. Ah, Fred, ok, qui nous répond. Founder d'une startup encore en early stage, je voulais en savoir plus sur le métier pour le jour où je devrais éventuellement en recruter. Ok, plutôt dans un prisme de recrutement. Intéressant. Ok, trop bien. Ça me permettra aussi d'articuler les questions aussi du coup à poser à Guillemette. Intéressant. Je vous laisse peut-être continuer de nous dire sur ce chat. Je vais commencer avec la première question sur Guillemette parce que je vois que le temps passe, Guillemette. Du coup, pour la première question pour toi, pour ouvrir le bal, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant et nous décrire assez rapidement, de façon assez superficielle, tes missions en ce moment chez Encore Store et nous préciser ce que c'est qu'Encore Store? Ok. Alors, donc moi, pour ma part, j'ai un background plutôt école de commerce, prépa école de commerce classique. Suite à ça, j'ai eu des expériences, principalement dans le marketing digital, et également dans le management des opérations. Et dans toutes les différentes expériences que j'ai pu avoir, j'ai vraiment fait le constat qu'il y avait un déficit de compétences digitales pour rendre plus efficace, automatiser les actions à faible valeur ajoutée. Et donc, c'est ce constat-là qui m'a amené à vouloir compléter ma formation avec une école d'informatique. Donc, j'ai passé la piscine pour l'école 42, où je suis d'ailleurs actuellement encore étudiante. Et grâce à cette finalement double compétence, j'ai pu rentrer en tant que Growth Engineer chez Encore Store, qui est vraiment un métier entre la tech et le marketing. Donc, mon rôle chez Encore Store, donc peut-être d'abord un petit mot sur ce que fait Encore Store. C'est une plateforme B2B de e-commerce qui met en relation les marques et les boutiques revendeurs indépendants. Et eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour accompagner la mise en place technique des projets marketing, et donc en particulier ceux de l'équipe CRM. Donc, c'est actuellement mon rôle chez eux. Donc, faire en sorte que l'équipe marketing puisse aller plus vite, plus loin, grâce à la mise en place, l'accompagnement dans la dimension technique des projets marketing. Voilà, j'espère que c'est clair.
Oui, c'est super clair, carrément. Alors, pour commencer peut-être avec une partie assez théorique, posons les bases finalement de ce qu'on met comme réalité derrière le métier de grosse ingénieur. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire, Guillemette, finalement, quelles sont les grandes missions ou les grands axes d'action d'un ou d'une grosse ingénieure si on devait généraliser, parce que évidemment, et tu nous le diras peut-être, mais il y a peut-être des différences euh, selon le type de business, selon peut-être s'il s'agit d'une start-up, d'une scale-up. Mais voilà, si on devait donner une picture assez générale des missions et des champs d'exécution du Gross Engineer, qu'est-ce que tu dirais? Ok. Alors déjà, rappeler que évidemment, on fait plus du marketing comme on faisait dans les années 90. Maintenant, le marketing, pour qu'il soit efficace dans les startups, on va essayer d'interconnecter des interfaces, de manipuler de la data et peut-être d'automatiser au maximum les actions growth marketing. Et donc, dans ce cadre-là, on a de plus en plus besoin de compétences techniques poussées pour pouvoir rendre cela possible. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a de plus en plus d'entreprises qui cherchent des growth engineers, qui sont en fait à la base des ingénieurs ou des développeurs qui vont se focaliser vraiment sur les besoins du marketing. Tu sais, on dit, alors je vois qu'il y a pas mal dans les présentations, d'ailleurs merci d'avoir continué à le faire, Rémi et Élisée. Vous êtes par exemple du coup alumni de la formation Growth chez Lyon. Et justement dans cette formation, on articule, en tout cas les sessions sont articulées selon le funnel AARRR. Peut-être que tu pourras nous décrire d'ailleurs ce que c'est, mais qui est un modèle d'ailleurs pas le seul, qui permet d'articuler les différentes missions d'un ou d'une growth. Et ma question était liée du coup à ce modèle théorique-là. Est-ce que le Gross Engineer a une action particulière sur une des phases du cycle de vie du client ou au contraire a cette vision assez d'ensemble ouais. Comme c'est vraiment un accompagnant technique, il ou elle a vraiment une vision d'ensemble, comme l'aurait un growth manager. Euh, Moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner, de rendre possible tous les projets marketing grâce à voilà, mes compétences techniques. C'est vraiment ça. Ok. Si on devait, parce que donc là, tu vois, dans cette optique d'essayer de comprendre un petit peu quelles sont les différences de métiers, de réalité entre finalement tous les métiers qui composent cette grande discipline qui est le growth, quel point commun et justement, au contraire, différence on pourrait dessiner entre le cross engineer très classique, enfin, non, le gross classique et justement le gross engineer. Je comprends de ce que tu nous dis qu'il y a vraiment ce grand volet technique, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres points communs et d'autres avantages? Ok, alors sur cette différence growth hacker, growth engineer, déjà, je pense qu'il faut bien noter que tous ces concepts, ces nouveaux métiers, growth hacker, growth engineer, sont pas forcément très bien définis et sont peut-être un peu, dépendent de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, les champs d'action, les périmètres vont être plus ou moins tech. Okay. Je pense néanmoins que quand on parle de growth hacker, on parle vraiment de quelqu'un qui va accompagner la growth, mais avec peut-être un impératif temporel, économique différent que celui du growth engineer. Un growth hacker, c'est peut-être quelqu'un qu'on va vraiment chercher dans une startup early stage, où il faut vraiment faire vite et bien avec peu. Alors que je pense que le growth engineer va plutôt être demandé dans des scale-up, des startups un peu plus matures, où là, on a envie peut-être de fiabiliser, stabiliser les process et les outils qu'on a pu mettre en place parfois de façon un peu, on va dire, quick and dirty dans la phase early stage. Et donc, finalement, les growth engineers, on va plutôt servir, je pense, enfin, moi, à mon sens, avec ma définition, à accompagner des projets growth complexes, solides, mais surtout scalables. Ok. Ok, donc selon toi, les startups, et c'est même pas pertinent pour tous pour
pour différents stades de développement de l'entreprise et que du coup, si on est plus dans une optique, par exemple, d'automatiser, mais assez rapidement, de scraper, mais encore une fois, le faire sans peut-être rentrer vraiment en profondeur, c'est plutôt un profil grosse assez général qui suffira, entre guillemets. Mais dès lors qu'on est sur une optique de changement d'échelle, etc., c'est plutôt le rôle du gross engineer, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Ok. Et si on devait, donc là, on a une vision assez claire des missions qui peuvent être celles du gross engineer. Si on devait parler de ces KPIs, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui fait, par exemple, on pourra rentrer dans le détail aussi de concrètement encore store, toi, quels sont tes KPIs ou quoi que ce soit, mais de façon générale, qu'est-ce qui fait que le gross engineer a mené à bien ses missions, et successful, a réussi son action est concluante, entre guillemets. Ok. Je dirais qu'il y a deux aspects pour moi, deux KPI importants. Le premier, le plus évident, c'est est-ce que le growth engineer a pu rendre possible ou pas le projet? Parce que parfois, on veut lancer un projet marketing et en fait, on se bute à des complexités techniques et puis on finit par abandonner. Donc, premier KPI, ce serait est-ce que le projet a bien pu aboutir, a bien pu être livré? Okay. Et deuxième KPI, je dirais que c'est est-ce qu'on a développé un outil qui permette facilement de supporter de nouvelles évolutions, de nouvelles fonctionnalités. Donc, est-ce qu'il est finalement scalable? Okay. Et ça, c'est vraiment important, notamment dans les scale-up où on va devoir souvent itérer, ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et si on n'a pas construit de façon assez solide, au début, on peut facilement se rattraper, mais quand on a finalement tout un environnement qui devient de plus en plus complexe, faut faire vraiment attention à construire quelque chose de solide pour éviter les effets de bord et des bugs qu'on aurait du mal à comprendre. Ok, ça m'a fait penser à une question, mais je te la poserai après sur la partie sur Encore Store. Ok. Donc on a pas mal défini le scope finalement et les différentes missions du cross engineer. Si on parlait un petit peu de plutôt la partie hard et soft skills, donc tu vois, profil, compétences finalement, qu'est-ce que tu dirais qui est important d'abord pour commencer avec les hard skills? J'ai un peu compris, je pense qu'il y a évidemment pas mal de capacités très techniques, de compétences très techniques à avoir. Est-ce que c'est les seuls en hard skills? Et qu'est-ce que tu dirais en soft skills qui est important? Alors, je pense qu'il y a une partie data qui est très importante parce qu'on manipule beaucoup de data. Moi, souvent, ce qu'on va me demander, c'est récupérer la bonne donnée, donc avoir bien compris la donnée, éventuellement la croiser avec d'autres données, et pouvoir la rendre accessible au bon moment. Donc, je pense qu'il y a une partie data, donc avec toutes les compétences autour de la data, l'analyse de données, mais aussi du coup manipuler la donnée. Donc ça veut peut-être dire maîtriser le SQL. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le SQL pour celles et ceux peut-être? Donc c'est un langage de requêtage de base de données. Peut-être maîtriser quand même un langage de programmation, par exemple le Python. Après, si on connaît par ailleurs d'autres langages, le Python, c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. Donc, je pense qu'il y a cette partie data qui est assez importante. Ensuite, une partie quand même capacité à, je dirais, développer des scripts donc pour automatiser des actions. Voilà pour les hard skills, sachant que, comme je le disais un peu avant, c'est un métier qui va être plus ou moins technique selon les entreprises. Moi, chez Encore Store, ils cherchaient vraiment un profil de développeur. Je pense qu'au vu de ce que je fais, un profil business avec peut-être un bootcamp data ou programmation aurait pu être suffisant, avec après évidemment une mise à niveau technique, mais aurait pu être suffisant pour prendre le poste. Ok, donc ce que tu veux dire sur toi, ta prise de poste chez Encore Store, c'est qu'au début, c'était pas très identifié. La fiche de poste n'était pas celle
de grosse ingénierie. C'est que c'était programmateur et qui est cette compétence-là, en fait, qui désignait peut-être déjà des compétences grosses, mais en tout cas, la fiche de poste était articulée selon celle d'une personne. Oui, il cherchait vraiment un développeur. En fait, il cherchait un développeur avec une appétence business. Ok, Bon, moi, à l'époque, parce que c'était il y a quand même 1 an, j'étais plutôt quelqu'un qui vient du business avec une appétence technique, vu que je ok. venais de commencer l'école 42. Mais je pense que mon niveau était vraiment suffisant pour prendre ce poste-là. Ouais. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est surtout d'avoir une bonne compréhension business, de bien comprendre en fait ce que les project managers vont nous demander, puisque c'est Mhm. en fait l'essentiel de mon travail, c'est de traduire un besoin d'un project manager marketing Ouais. en une solution technique. Donc il faut avoir voilà, bien compris quels étaient les enjeux et ce qu'attendait vraiment le project manager. Donc oui, il y a une partie technique qui est assez importante, mais je pense que quelqu'un de motivé, qui a quand même un goût pour la data, pour l'analyse, pourrait se mettre à niveau pour prendre un poste comme le mien. Et justement, si on... Ah oui, peut-être d'abord, avant de te poser la question sur un peu la retranscription sur ton métier et ta réalité chez Encore Store, quels soft skills tu dirais plutôt Alors, j'imagine qu'il y a... Ça doit être assez général comme cet esprit de curiosité, de vouloir monter en compétence assez facilement. Mais toi, qu'est-ce que là, tu vois, au regard de ton année passée chez Encore Store et même peut-être avant, qu'est-ce qui t'a servi et peut-être en termes de soft skills pour finalement prendre le poste tel que tu l'aimes aussi maintenant? Euh, Alors, je pense que ce qui est très important, c'est encore une fois de bien comprendre ce qu'on attend de nous. Donc, pour moi, il faut avoir une bonne capacité d'écoute pour bien comprendre ce qui est attendu. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir une bonne capacité d'adaptation parce que donc, dans une startup, les choses changent tout le temps. Et dans le milieu de la growth, bah, on va toujours utiliser de nouveaux outils ou les outils qu'on utilise vont avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut toujours être prêt, ouvert au changement et être un peu aussi à l'écoute du changement. Donc, il faut avoir ce goût pour le changement, l'adaptation et aussi une capacité à un peu se débrouiller. Parce que comme on parle d'outils souvent très récents, bah, il n'y a pas forcément une documentation ultra exhaustive hmm. sur ce qu'on va utiliser. Donc, il faut faire un peu le détective parfois pour comprendre un peu ce qu'il faut faire. Voilà. Sur quoi, par exemple, tu as fait récemment, ou moins récemment, tu as dû faire la Euh, détective et la débrouillarde sur un outil Bah, par exemple, l'utilisation de certaines API qui ont une documentation un peu limitée. Ok. Donc, ouais, une API, c'est en fait un service que va proposer une entreprise pour mettre à disposition ses données de façon programmatique. Mhm. Voilà, donc c'est ce genre de questions qu'on peut avoir. Également, nous, on utilise beaucoup Google Apps Script. Ok. Donc, euh, c'est un, c'est un module qui fait partie de la suite Google qui permet d'automatiser des actions et d'utiliser tous les services Google. Donc et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup utilisé, donc il n'y a pas forcément une documentation très lourde sur le sujet. En plus de ça, Google va continuellement sortir de nouvelles choses, donc faut être curieux et il faut parfois pas mal chercher, fouiller sur les forums, etc. Mhm. Donc voilà, ce genre d'exemple. Et tu vois, tu disais il y a vraiment deux sphères, en tout cas deux visions dans ton métier qui est bah, celle business pour finalement, bah, toi, te faire faire des choses assez techniques. Si tu devais retranscrire ça sur bah, la réalité, et nous parler d'un projet, Mhm. tu vois, par exemple, dis-nous, OK, bah là, par exemple, il y a l'équipe market qui est venue me voir, Guillemette, et qui a dit, je sais pas, de retranscrire tel besoin client ou j'en sais rien. Mhm. Et comment est-ce que toi, tu y as répondu? Et peut-être nous donner aussi des idées de temporalité. Ok, Ouais, comme ça, on a une vision très concrète de comment est-ce que peut se passer un de tes projets ou, tu vois, une articulation de tes missions. ça marche. Alors, donc du coup, moi, je travaille tout particulièrement avec l'équipe CRM qui est en charge du coup de la production, du management des campagnes email et pop-up. Mhm. Et donc, dans ce cadre-là, on a migré notre outil pour l'envoi des mails. On est passé sur Braze. OK. Et Braze,
pour l'envoi de nombreux mails, en fait, permet pas d'avoir un preview sur les emails. Donc, on peut avoir un preview, mais il faut faire pas mal d'actions différentes. Il faut avoir un compte test et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, il faisait perdre du temps aux project managers lorsqu'ils voulaient tester un peu le rendu de leur campagne. Et donc, en plus de ça, parfois, le test était tout simplement inutile, puisque, donc là, c'est un peu technique, on va parfois envoyer des campagnes qui vont récupérer, qui vont utiliser des données qu'on va envoyer de façon programmatique à Braze. Et donc, pour pouvoir faire un test sur ces mails-là, il faut pouvoir envoyer un bout de code à Braze pour que, du coup, le mail apparaisse comme le recevrait un client. Voilà. Et donc, les project managers avaient quand même besoin de voir à quoi allait ressembler ce mail-là. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un outil sur Google Sheet, assez simple, hein, c'est un outil interne, qui permet en fait aux project managers de eux-mêmes générer un bout de code qui va déclencher l'envoi d'un email de test pour qu'ils puissent voir à quoi va ressembler leur email. Voilà. Ok. Et est-ce que c'est toujours... Donc là, tu as pris un exemple d'un projet interne. Est-ce que du coup, c'est toujours... Tu réponds toujours à des demandes qui viennent de... Enfin, comment expliquer qui servent l'intérieur, entre guillemets, les équipes et pas seulement... Ou aussi qui servent le produit en tant que tel encore store. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans cette question. Disons que là, on était vraiment sur le développement d'un outil interne. Ouais. Mais on peut avoir, par exemple, souvent, ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi accompagner le lancement d'une nouvelle feature. Ok. Typiquement, là, chez Encore Store, on a mis en place la fonctionnalité wallet. Donc, les utilisateurs ont maintenant un wallet qui peuvent dépenser pour acheter des produits sur la plateforme. Ok, donc un espèce de portefeuille en Exactement, ligne. voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, donc ça, c'était une nouvelle fonctionnalité produit. Mais donc, il a fallu annoncer cette nouvelle fonctionnalité et puis éventuellement communiquer sur à l'utilisateur X, vous avez 200 euros dans votre portefeuille, utilisez-le avant telle date, sinon il sera bientôt plus utilisable. Et donc, pour ça, il faut à chaque fois avoir en fait des informations assez spécifiques sur chaque utilisateur et pouvoir les envoyer à Braze, qui est donc notre outil d'envoi de mail. Donc, il a fallu du coup que moi je sois en contact avec vraiment les développeurs pour qu'ils me disent, pour déjà leur demander de me rendre la donnée brute accessible sur notre base de données. Ensuite, que moi, je fasse une requête qui me permette du coup de récupérer ces données-là et de les rattacher aux bons utilisateurs. Donc pour ça, il faut bien comprendre comment la donnée est structurée chez Encore Store. Et ensuite, mettre en place une espèce de push de données entre la base de données et du coup Braze pour que la donnée soit accessible afin de pouvoir l'utiliser dans des mails. Voilà un peu le cheminement. Et par exemple, sur ce type de mission, de quelles données tu t'es, enfin, vous vous êtes servi, est-ce que tu vois, c'est des données de navigation, des données sur les, non pas vos personnes, mais du coup sur les personnes qui sont sur le site, qui ont un wallet, enfin, tu vois, et comment est-ce qu'on les classifie d'ailleurs, les données, enfin, peut-être si vous en avez Alors ça, c'est vraiment, dans une base de données, on a plusieurs tables. Okay. Donc là, typiquement, on va avoir une table utilisateur avec nom, prénom, etc. Et pour simplifier, nous, on va dire qu'on avait une table wallet dans laquelle il y avait le montant du wallet, donc le montant de l'argent sur le portefeuille, la currency, puisqu'on a des utilisateurs aussi qui sont en Angleterre, juste la date d'expiration du montant. Et donc, du coup, il faut faire une requête qui va récupérer. Et ces lignes-là sont identifiées avec un ID. Donc, on a le numéro d'identification du wallet. Et peut-être que, par exemple, dans la table utilisateur, on a une colonne avec l'ID du wallet de cet utilisateur. Et donc, du coup, il faut en fait rapprocher ces deux tables
pour avoir in fine un résultat avec nom, prénom, montant du wallet et date d'expiration. Et c'est comme ça qu'ensuite, voilà, quand on a ce résultat final, grâce du coup à du requêtage SQL, on va ensuite faire en sorte que ces données-là soient synchronisées avec Braze, donc envoyées sur Braze au bon moment. Donc il faut aussi déterminer quand est-ce que la donnée est rendue accessible et quand est-ce qu'on a besoin éventuellement de la repousser parce qu'elle aura changé. Donc c'est toutes ces problématiques-là en fait de récupérer la bonne donnée. Pour ça, il faut avoir bien compris ce qu'il y avait dans les tables. La croiser et ensuite l'envoyer pour la rendre utilisable, par exemple, dans des emails de communication marketing. Ce que j'entends et que j'avais pas, j'avoue, mesuré, qui était aussi important dans le métier de grosse ingénieur, c'est en fait cette appétence data, non seulement de savoir la collecter, mais aussi d'en faire la bonne utilisation et de la rendre aussi visible et de prendre finalement les actions les plus pertinentes possibles à partir de tout ce qui peut exister. Ma question, c'est du coup, chez Encore Store, est-ce qu'il y avait déjà une hygiène assez complexe, en tout cas assez solide d'utilisation de la data, ou quand toi t'es arrivé, t'as dû faire ce travail, même peut-être d'acculturation des différents membres de tes équipes. Quel était, tu vois, le rapport de Encore Store finalement à la data au moment où toi t'as rejoint? Alors c'est intéressant comme question parce que je pense que quand je suis arrivée, on était vraiment au stade où là on se disait bon bah il faut vraiment fournir une documentation clean. Okay. Un de mes projets, moi, ça a d'ailleurs été quand je suis arrivée de faire une migration de base de données pour passer d'un modèle qui était un peu parfois bancal à quelque chose de super bien ficelé avec des logiques très claires entre les différentes tables. Donc, quand je suis arrivée, on était vraiment à ce stade un peu pivot où là, on s'est dit, bah, c'est vraiment le moment d'avoir une data super clean, super bien documentée pour qu'on puisse continuer à construire sur de bonnes bases. Ok. Voilà, donc c'était vraiment à ce moment-là. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont perfectibles dans notre rapport à la data. Je pense que c'est vraiment le souci de tout le monde de faire en sorte que la data soit clean. Et pour ça, ça passe beaucoup par quelque chose qui est un peu rébarbatif, mais très utile par la suite, l'écriture de documentation sur ce que fait la data, enfin, ce données-là, ce qu'il fait exactement. Quand est-ce il va être alimenté dans la base de données, voilà, tout ce genre de questions. Et si on continue de creuser sur la partie un petit peu équipe et différence de profil, comment est-ce qu'elle est composée, ton équipe grosse chez Encore Store? Est-ce que tu es la seule profil qui soit à la croisée justement du business et de la tech? Est-ce que les autres personnes, c'est peut-être des personnes qui sont focus outbound, inbound? J'en sais rien. En tout cas, tu vois toutes ces spécificités du growth. Alors maintenant, on a une équipe tech CRM où il y a du coup deux growth engineers, donc moi-même et mon manager, et deux intégrateurs. Donc, c'est des personnes qui vont être en charge vraiment de faire du HTML, CSS pour la création d'emails assez complexes. Donc, on est 4 personnes techniques, mais au sein d'une équipe CRM Growth où voilà, la plupart des personnes qui vont nous demander des choses, c'est les project managers CRM. Donc là, c'est globalement voilà, des profils business qui vont suivre des projets de campagne marketing, etc. Ok. Et est-ce que dans la team Growth, enfin, tu vois, donc on a parlé de grosse CRM. Dans ce pôle-là, il y a vous, du coup, qui avez cette appétence tech, mais est-ce que, du coup, au-dessus de grosse CRM, il y a, je sais pas, le pôle plus large, growth, ou bien c'est encore différentes unités, Oui, tout à fait. Dans la growth, il y a aussi une équipe qui se charge de faire du scrapping. Donc ça, c'est vraiment... Et là, pour le coup, c'est quasiment que des ingénieurs. Donc, ouais, il y a d'autres équipes growth, mais pour le coup, on ne va pas forcément beaucoup échanger avec. Moi, mes interlocuteurs privilégiés, ça va être du coup donc les project managers et sinon des interlocuteurs produits. Ok. En fait, on va des product owners,
quand on va accompagner le lancement de nouvelles fonctionnalités pour bien comprendre ce que fait cette nouvelle fonctionnalité, où est la donnée, etc. Ok. Et donc, je me souviens dans nos premiers échanges, limite, tu me disais qu'avant, chez Encore Store, vous étiez, enfin, donc, ta team était rattachée au pôle market. Ouais. Désormais, on sait que c'est rattaché au pôle tech. Ça vient d'un questionnement plus global sur la place de votre pôle, de la place de l'utilisation de la data. Quelle a été un peu euh, la réflexion derrière qui a mené cette restructuration-là? Alors, je pense que l'idée qu'il y avait derrière, c'était vraiment de nous rendre plus, on va dire, de nous aligner sur les pratiques, les bonnes pratiques de programmation, de gestion de projet tech des autres équipes. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle on est vraiment parfois marketing, parfois tech, c'est que nous, nos 100% de enfin quasiment 100% de nos interactions, c'est vraiment avec l'équipe CRM. Donc ça avait Ok. du sens du coup de nous intégrer au marketing, mais ça a aussi du sens de nous mettre dans des équipes tech pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Voilà, peut-être se faire aider sur certaines problématiques, utiliser des outils de management de projets tech communs comme Docker, Airflow, GitHub, voilà. Ok. Et est-ce que tu as en tête d'autres modèles de boîtes, plus ou moins grandes d'ailleurs, mais qui articulent différemment justement ce poste de grosse ingénieur? Peut-être dans tes... Non, je sais que du coup, c'était le premier poste grosse ingénieur, mais ouais, est-ce que tu as des exemples en tête à nous Oui. partager ou qu'on pourrait creuser, nous, de notre côté? Alors, en fait, donc, il y a pas mal d'entreprises qui, au début, de toute façon, vont se focaliser sur exploiter au maximum les outils natifs par exemple, HubSpot, Salesforce, pour pouvoir automatiser au maximum. Donc, on peut déjà faire beaucoup avec les outils natifs Mhm. euh, pour pouvoir bien mettre en place des automations, les bons workflows, etc. J'ai vu pas mal d'entreprises, moi, faire appel à des consultants qui vont les aider peut-être à mettre en place leurs automations sur HubSpot, Salesforce au début. Et à Ok. partir de là, ils vont construire dessus et peut-être demander à des profils un peu business de se spécialiser dans la prise en charge de ces aspects un peu plus techniques. J'ai aussi vu pas mal d'entreprises qui étaient souvent un peu bloquées dans ces projets plus complexes, techniques, parce qu'en fait, elles allaient demander aux développeurs de s'en charger quand ils avaient le temps. Sauf que Ok. les développeurs, ils ont leurs propres objectifs, leurs propres projets, et leur demander une fois de temps en temps de se plonger sur par exemple, les problématiques CRM, c'est pas forcément la manière la plus efficace de procéder et ça amène forcément à des blocages et des lenteurs. Donc voilà, je dirais que c'est un peu les modèles que j'ai pu voir moi dans les entreprises startups que j'ai pu faire. Ok. Et si on revenait un petit peu, donc là on a pas mal creusé aussi sur ta réalité et comment rendre un petit peu plus concret aussi ce que tu nous as partagé de plus définition et mission derrière le métier de grosse ingénieur. Donc revenons sur un peu les débuts. Toi, comment est-ce que, si tu veux bien nous le partager d'ailleurs, comment s'est passé ton process de recrutement chez Encore Store? Donc tu nous as déjà parlé de la fiche de poste qui était pas celle d'un gros ingénieur. Mais tu peux nous en dire plus? Oui, alors donc c'est moi qui ai postulé à ce poste-là, même si je ne pensais pas forcément qu'ils allaient me recontacter parce que je cherchais vraiment un développeur. Et moi, ça faisait, je crois, 6 mois que j'avais commencé 42, donc je n'étais pas tout à fait certaine que j'avais suffisamment de compétences techniques pour le poste. Par contre, j'avais vraiment cette partie SQL que je maîtrisais déjà, mais par exemple, j'avais pas appris le Python. Donc voilà, j'avais, je pense, je dirais à peu près 50% des compétences qui avaient été listées. Mais j'ai quand même tenté parce que, en revanche, la partie business, marketing, c'est vraiment quelque chose que je connais bien aussi grâce à toutes mes expériences passées. Donc, je m'étais vraiment dit que j'avais
j'avais les capacités de peut-être me mettre à niveau pour ce poste-là et vraiment apporter de la valeur. Et qu'en tout cas, au début, je pourrais peut-être compenser avec ma bonne compréhension business, ce que je ne savais pas encore d'un point de vue technique. Donc, du coup, j'ai passé le screening téléphonique RH. Le recruteur, d'ailleurs, avait quelques doutes sur le fait que je n'avais pas beaucoup d'expérience en développement, mais c'est quand même passé. Et ensuite, les études de cas se sont très bien passées. Donc, d'ailleurs, l'étude de cas, il m'avait demandé de créer un outil sur Google Sheet pour exploiter des données à récupérer via une API et aussi d'analyser une base de données donc en faisant des requêtes SQL et aussi de faire une présentation PowerPoint de mes findings. Donc, notamment la partie analyse de données, du coup, je l'ai bien réussi. Et la partie technique API, c'était pas non plus finalement un vrai problème. Donc, du coup, ça s'est bien passé et j'ai été acceptée chez Anchor Store. Mais honnêtement, j'ai pas du tout eu de problème à atteindre le niveau demandé, notamment parce que je pense que c'est, comme je le disais avant, des postes où tout le monde apprend, même un développeur, même quelqu'un qui est développeur depuis 5 ans, il va quand même devoir se mettre à niveau sur les outils qui sont utilisés par l'entreprise qui rejoint. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter à ok, j'ai que 50% des technos ou je connais que 50% des outils qui sont listés dans la fiche de poste, parce que de toute façon, c'est quasiment impossible de tout connaître. Et en fait, quand une entreprise va lister les technos demandés, elle va simplement lister sa stack, en fait, les outils qu'elle utilise actuellement. Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à OK, j'ai que 20%, 30% des outils. Du coup, ils vont pas me prendre. Non, il faut vraiment. Je pense qu'il faut toujours essayer si on est vraiment convaincu par le poste, vraiment intéressé par le poste. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, ça s'est bien passé pour moi. Et toi, tu étais convaincue que justement c'était ce métier-là qui pouvait te permettre, toi, de combiner tout ce que tu aimais, dans un métier? Donc j'ai voulu moi me reconvertir en tant que dev, mais j'avais pas non plus envie d'oublier tout ce que j'avais appris par le passé. Et je me suis rendu compte quand même que j'avais développé une certaine expertise en marketing, etc. Et que je trouvais ça un peu dommage de tout laisser. Donc c'est pour ça que je cherchais vraiment un poste qui me permette de vraiment utiliser ces deux compétences, cette double casquette. Et c'est pour ça que ça me paraissait vraiment bien pour moi, ce genre de poste. Oui, qui combine finalement effectivement toute cette vision market que tu as gagnée de toutes ces expériences passées avec une appétence plus tech que tu as développée justement avec École 42 et que tu continues d'ailleurs à développer dans ton expérience de maintenant. Alors, je voulais te poser une autre question sur... oui, si on revenait là du coup sur la partie... toi dans ton équipe et la façon dont vous collaborez avec d'autres équipes. Concrètement, comment est-ce que ça se met en place des dialogues, des partages des briefs de mission entre, tu vois, tu as dit que tu étais pas mal en lien avec les project managers. Oui. Les project managers, comment est-ce que vous mettez en place des espèces de routines? Est-ce que vous fonctionnez sous forme de sprint? Comment est-ce que vous vous organisez avec cette team-là? Alors, ça a été pas mal évolutif. Mais justement, quand je suis arrivée, moi, j'ai essayé de mettre en place des process pour bien délimiter en fait ce qui était du ressort du project manager et ce qui était du nôtre, growth engineer. Parce qu'avant, parfois, on avait des personnes, des product owners qui allaient directement nous contacter, parfois qui allaient contacter le project manager qui ensuite allait nous formuler la demande. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était le project manager qui devait vraiment être au centre de toutes les demandes et de toutes les interactions avec du coup les product owners et les growth engineers. Donc maintenant, le besoin est d'abord traité par les project managers qui ensuite vont faire de la coordination entre tous les métiers qui vont être requis pour mener à bien le projet. Et donc maintenant, c'est vraiment le project manager qui va nous formuler sa demande,
et lui, il l'aura peut-être reçu via un formulaire ou quelque chose d'un peu structuré pour voilà, gagner du temps dans l'exécution et dans le suivi du projet. Ok. Si tu devais... pardon, je vais... Désolée. Si tu devais donner des conseils, même si tu l'as un peu fait en nous expliquant finalement toi ce qui te poussait à postuler à ce poste-là chez Encore Store, mais si tu devais donner des conseils à des personnes qui hésiteraient de se lancer dans finalement dans cette première candidature pour être grosse ingénieur, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que bon, en fonction du profil de la personne, il y a différentes stratégies pour atteindre ce type de poste. Si on a un background business, je dirais que ce qui est bien de faire quand même, c'est un bootcamp technique, data, programmation. Ça me semble quand même assez important. Et si on a un background plus technique, une compréhension, peut-être une expérience un peu marketing, peut-être se tenir au courant via des lectures, des podcasts pour comprendre un peu comment fonctionne par exemple un CRM, euh, comment est-ce qu'on met en place des campagnes marketing. Voilà, je pense que ça, c'est assez important. Donc, en fonction du profil, les stratégies sont pas les mêmes. Mhm. Mais donc, pour ceux qui seraient plus business comme moi, je pense que c'est quand même important de peut-être faire un bootcamp, quelque chose comme ça. Parce que tu penses que, enfin, pas tu penses, mais est-ce que c'est toujours le même niveau d'attente en termes d'appétence technique, peu importe les boîtes? Je veux dire, est-ce que tu vois, quelquefois, on trouve du 70% vision business, 30% technique, ou ça se jauge toujours assez facilement vers 50-50 d'appétence entre les deux? Alors, c'est vraiment différent selon les entreprises. Parce que du coup, par curiosité, je suis allée voir un peu Growth Engineer, quel type, voilà, ce qui a été demandé dans les fiches de Ah, poste. ok. Et c'est vrai que selon les entreprises, c'est assez différent. Euh, dans des entreprises, Growth Engineer, ça va plutôt s'appeler Software Engineer Growth. Ok. Dans d'autres, ça va être Data and Automation Engineer. Euh, Hmm. et donc, c'est vrai en fonction de comment le poste comment est-ce qu'on a défini le périmètre du poste, ça va être assez différent. En tout cas, moi, je peux parler pour mon poste. En Mhm. termes de découpage tech business, je dirais que ça va être du 60, deux tiers, un tiers, deux tiers tech, un tiers business. Ok, Ouais. ok. Mais effectivement, est-ce que je pense que c'est important et vous avez dû vraiment le mesurer, personne qui nous écoute, mais tout dépend de ce que je comprends quand même vachement de la réalité qu'on met derrière, du finalement stade de développement de l'entreprise qu'on rejoint. On sait que si on est plutôt sur une entreprise un peu early stage, on va effectivement avoir plutôt ce côté de besoin d'une growth qui sache faire tout assez vite, etc. Quand on est plutôt dans une problématique de scale, de voilà, faire grandir à l'échelle, l'entreprise, on est plus sur des profils assez identifiés et quelquefois, on a même des entreprises qui articulent des métiers du growth qui sont assez différents. On parlait plutôt on a des demand generation managers, outbound, inbound. Bon, on va pas tout faire là comme métier du growth, mais c'est assez varié et donc c'est important si par exemple vous voulez vous lancer dans côté plutôt gross engineering, que à la lecture des fiches de poste, vous captiez bien finalement la réalité qu'on met derrière le périmètre d'action finalement. Guillemette, oui, voilà, je voulais d'abord prendre une question et après je voulais rebondir sur les lectures et les podcasts. Élisée et Samy qui nous demandent les fourchettes de salaire d'un métier comme celui de grosse ingénieur. Est-ce que tu as une idée? Alors, je pense que les doubles compétences, enfin, business tech, sont très valorisées. Ça, c'est une certitude. La fourchette de salaire, si on est vraiment... En fait, la plupart du temps, c'est des métiers où il n'y a pas vraiment d'ultra junior. Donc, forcément, ça augmente un peu la fourchette. C'est Euh, intéressant ouais, il n'y a pas de très très junior du coup, effectivement, ça donne. Disons que
c'est un développeur qui a déjà peut-être travaillé dans une équipe marketing ou un marketeur qui s'est formé au code. Donc, j'ai un peu du mal à répondre, mais je dirais que c'est quand même plutôt bien payé. Je dirais que ça commence peut-être à 50 pour les juniors, et ça peut monter, ouais, peut-être jusqu'à 80, des choses comme ça. Ok, très bien. N'hésitez pas d'ailleurs, comme Élisée ou Samy, à poser vos questions sur le chat. Bien que je pose des questions, je regarde toujours cet onglet chat et je les pose ensuite à l'oral à Guillemette. Oui, je voulais revenir sur, tu as parlé un petit peu des lectures et des podcasts qui serviraient aussi à savoir ce qu'on met finalement derrière le poste de Gross Engineer. Assez globalement, toi, comment est-ce que tu continues finalement à te former, en tout cas à t'ouvrir sur le sujet du growth, ou peut-être plus globalement sur la tech d'ailleurs, dis-nous, newsletter ou podcast ou boîte que tu suis parce que leur façon de faire t'inspire? Alors, quelque chose que je fais pas mal, c'est tout simplement suivre les communications des équipes produits, des outils que j'utilise. Donc, en ce qui me concerne, ça va être du coup Braze, iTouch, HubSpot, pour déjà suivre un peu les nouvelles fonctionnalités qui vont lancer et pouvoir du coup mieux les appréhender. Donc rien que ça, déjà, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, moi, pour parfaire, on va dire, ma culture tech, j'aime bien suivre les réseaux sociaux de programmeurs, de développeurs, pour un peu voir voilà, ce qui se fait de nouveau, peut-être découvrir des bonnes pratiques, ce genre de choses. Donc, par exemple, moi, je suis sur Twitter ou Instagram des comptes comme T-FinTech, Cloud Coding, Linda Viva, des gens comme ça. Et c'est quoi le dernier que tu as mentionné? Linda Viva. Linda Viva, ok, qui est du coup plus largement sur des sujets tech, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, ok. Si on devait finir sur une dernière question, à moins que vous en ayez d'autres, évidemment, n'hésitez pas à les écrire. Mais Guillemette, si tu devais nous dire et être un petit peu dans une pensée prédictive de comment où tu penses, va évoluer le gross engineering, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que l'évolution naturelle pour moi de ce genre de métier, c'est vers une augmentation de ce genre de profil parce que c'est, disons, la façon la plus rationnelle d'envisager les choses parce que c'est des métiers qui automatisent, qui rendent plus efficace, plus fiable ce que les équipes marketing mettent en place. Donc, je pense que c'est vraiment des compétences voilà, toutes les compétences autour du growth engineering, c'est des compétences qui sont intéressantes à développer parce que je suis certaine que ce sera de plus en plus demandé. Ok, intéressant. Alors, je vois dans l'onglet questions qu'il y a des questions. Alors, je vais te les poser. Guillemette. La différence de scope, intéressant, entre la team tech et celle gross engineering, donc dans laquelle tu es toi. La différence de scope entre tech team et growth engineering. Ok, alors nous on est dans l'équipe dans l'équipe tech. Mais dans les équipes, donc dans la grande équipe tech, il y a pas mal d'équipes différentes. Et par exemple, il y a des équipes beaucoup plus classiques qui vont développer accompagner le développement de nouvelles fonctionnalités produits. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui est peut-être plus classique et facile à appréhender. Et donc nous, on est facilitateur de projets techniques growth, mais on fait partie de l'équipe tech. Et autre question du coup de la même personne, est-ce que tu t'intègres avec les sprints de la team tech? Mais du coup, ça a déjà. Alors nous, on ne fait pas de sprint, même si j'aimerais peut-être qu'on mette en place ce genre de choses. Okay. Mais pour le moment, on ne le fait pas. Après, on est une équipe du coup assez petite.
on essaye de s'aligner de plus en plus sur les pratiques des autres équipes tech, avec voilà, par exemple l'utilisation de GitHub, de Docker. Mais pour le moment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ok. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Eh bien, Samy qui demandait, quand on parlait justement des fiches de poste Encore Store, est-ce que vous recrutez ou tu recrutes peut-être Guillemette chez Encore Store? Alors actuellement, non, Encore Store ne recrute pas. En ce moment, pour les startups, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais il y a un peu moins d'argent globalement dans les startups en ce moment parce qu'il y a un ralentissement des levées de fonds. Donc, pour moi, c'est le moment idéal si vous êtes intéressé par ce genre de poste de plutôt vous former. Et je pense que, voilà, je ne sais pas combien de temps dure ce genre de cycle, mais à mon avis, d'ici 3 à 6 mois, le marché sera peut-être de nouveau plus dynamique et il y aura peut-être beaucoup plus de postes à pourvoir. Voilà. En tout cas, moi, quand j'avais postulé, il y avait plein de postes, mais c'était il y a un an. Maintenant, il y a eu un gros ralentissement, mais peut-être que voilà, ça va revenir d'ici quelques mois. Donc, en tout cas, c'est le moment pour se former. Trop bien, mais c'est une très bonne note de fin. Donc, Samy, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut du coup rester à l'affût et que c'est effectivement le moment de monter en compétence sur ce sujet-là. Si vous vous rendez compte que finalement, c'est vers ce métier-là que vous pourriez vous épanouir parce que justement, vous avez cette double casquette comme Guillemette pour d'abord le côté tech, évidemment, que tu sembles adorer et cette vision business dans tout ça. Merci beaucoup, Guillemette, d'avoir autant éclairé cette vision du growth. C'est vrai qu'on a souvent cette idée que le growth, c'est un peu ce mouton à 5 pattes qui est capable de tout faire. Mais en fait, à l'intérieur de cette famille, du growth, on peut l'appeler comme ça, cette discipline, il y a des métiers qui sont très, très différents. Et c'était hyper intéressant d'en savoir plus justement sur la réalité, ce qu'on mettait très concrètement en termes de compétences, de missions derrière le métier de Growth Engineer. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions et je vous dis à très très vite, peut-être pour vous faire former ou pour un prochain Lion Lunch. Au revoir tout le monde, encore merci. Merci à tout le monde.